Saviez-vous que le cerveau humain peut stocker l'équivalent de 2 500 000 gigaoctets d'informations? C'est une capacité étonnante, comparable à celle de 300 ans d'enregistrement de télévision ininterrompu. Pourtant, nous oublions des événements et des détails qui semblent importants. C'est un paradoxe fondamental de notre existence, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi nous souvenons-nous si vivement de certains moments et d'autres, même récents, s'évanouissent tout simplement? La science de la mémoire nous offre des réponses à cette question complexe. C'est un domaine d'étude fascinant qui dévoile les mécanismes derrière nos souvenirs et nos oublis. Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la mémoire. Ce n'est pas une entité unique, mais un système complexe et multifacétique. Elle est généralement classée en plusieurs catégories principales. La mémoire sensorielle est la plus éphémère. Elle nous permet de retenir des informations pendant des fractions de secondes, juste assez pour traiter un stimulus initial. Par exemple, lorsque vous voyez une image et qu'elle reste brièvement dans votre esprit, même après que l'image a disparu. Ensuite, nous avons la mémoire à court terme, également appelée mémoire de travail. Celle-ci retient une quantité limitée d'informations actives pendant une courte période, généralement une vingtaine à une trentaine de secondes. Pensez à un numéro de téléphone que l'on vous dicte et que vous répétez mentalement pour ne pas l'oublier avant de le composer. Sa capacité est limitée, environ 7 éléments, plus ou moins 2, comme l'a découvert le psychologue George Miller en 1956. C'est l'espace où nous effectuons des opérations cognitives, où nous manipulons l'information dans le présent. Mais la vraie merveille est la mémoire à long terme. Celle-ci a une capacité pratiquement illimitée et peut retenir des informations pendant des jours, des mois, voire toute une vie. Au sein de la mémoire à long terme, nous distinguons la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. La mémoire déclarative ou explicite est celle dont nous pouvons nous souvenir consciemment et exprimer avec des mots. Elle se subdivise en mémoire épisodique et mémoire sémantique. La mémoire épisodique se réfère aux souvenirs d'événements spécifiques de notre vie avec leur contexte temporel et spatial. Se souvenir de votre première visite à la plage, du jour de votre remise de diplôme ou de ce que vous avez dîné hier en sont des exemples clairs. C'est comme un journal mental qui enregistre nos expériences personnelles. La mémoire sémantique, en revanche, stocke des connaissances générales sur le monde. Faits, concepts, vocabulaire, nom de capitale ou que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Cette mémoire n'est pas liée à un moment spécifique d'apprentissage. Pendant ce temps, la mémoire non déclarative ou implicite est celle qui se manifeste sans que nous en soyons conscients. Nous ne pouvons pas facilement la verbaliser, mais elle influence notre comportement. Un type fondamental est la mémoire procédurale, qui englobe nos compétences et nos habitudes motrices. Faire du vélo, lasser ses chaussures ou jouer d'un instrument de musique sont des exemples parfaits. Une fois que vous apprenez ces compétences, vous les réalisez presque automatiquement sans penser à chaque étape. Ne trouvez-vous pas fascinant de voir comment le corps se souvient simplement de comment faire quelque chose? Oui, c'est comme si nous avions un pilote automatique pour certaines actions. Un autre type est l'amorçage, où l'exposition préalable à un stimulus influence la réponse ultérieure. Si vous lisez le mot docteur, il est probable que vous reconnaissiez plus rapidement le mot infirmière. Il existe également le conditionnement classique, comme la célèbre expérience de Pavlov avec les chiens. Où un stimulus neutre finit par évoquer une réponse conditionnée après avoir été associé à un stimulus significatif. Maintenant, comment se forme un souvenir? Le processus implique 3 étapes principales. La première est l'encodage, qui est la transformation de l'information sensorielle en une forme qui peut être stockée par le cerveau. Cela peut impliquer l'attention sélective, la répétition ou l'association avec des connaissances déjà existantes. Si nous ne prêtons pas attention, l'information ne sera tout simplement pas encodée et par conséquent ne sera pas mémorisée. La deuxième étape est le stockage, qui est le processus de maintien de l'information encodée dans le temps. C'est là que les souvenirs se consolident et deviennent plus stables. Et enfin, la récupération, qui est le processus d'accès à l'information stockée lorsque nous en avons besoin. Cela peut être un souvenir spontané ou activé par un indice ou un signal. La neuroscience nous a révélé quelles structures cérébrales sont impliquées dans ces processus. L'hippocampe, une structure en forme d'hippocampe dans le lobe temporal médial, est crucial. Il est essentiel pour la formation de nouvelles mémoires déclaratives, tant épisodiques que sémantiques. Un cas célèbre est celui de Henry Molaison, connu sous le nom de HM, qui a souffert d'une grave amnésie. Après une chirurgie cérébrale en 1953 pour traiter son épilepsie, on lui a retiré une grande partie de son hippocampe. HM ne pouvait pas former de nouveaux souvenirs à long terme, un type d'amnésie connu sous le nom d'antérograde. Il pouvait se souvenir d'événements antérieurs à sa chirurgie, mais pas de ce qu'il avait mangé au petit déjeuner il y a 1 heure. Pourtant, il pouvait apprendre de nouvelles compétences motrices, ce qui a démontré que sa mémoire procédurale était intacte.
L'amygdale, une autre structure dans le lobe temporal, est très impliquée dans la mémoire émotionnelle. Les souvenirs avec une forte charge émotionnelle, tant positifs que négatifs, ont tendance à être plus vifs et durables. Par exemple, le souvenir d'un événement traumatique ou un moment de grande joie. Le cortex préfrontal, à l'avant des cerveaux, est essentiel pour la mémoire de travail et la récupération stratégique. Il nous aide à organiser nos pensées et à récupérer l'information de manière efficace. Le cervelet, à l'arrière du cerveau, joue un rôle vital dans la mémoire procédurale et l'apprentissage moteur. C'est le siège de notre savoir-faire inconscient. Mais comment les souvenirs sont-ils stockés au niveau cellulaire? La clé réside dans les synapses, les connexions entre les neurones. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, ces connexions se renforcent. Ce processus est connu sous le nom de potentiation à long terme, ou PLT, qui est une augmentation durable de la force des connexions synaptiques. C'est comme si l'autoroute de l'information entre deux neurones devenait plus large et plus rapide. Les neurotransmetteurs, comme le glutamate et l'acétylcholine, sont essentiels dans ce renforcement. Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central et participe à la PLT. L'acétylcholine, quant à elle, est importante pour l'attention, l'apprentissage et la mémoire. Alors, pourquoi nous souvenons-nous de certaines choses et pas d'autres? L'attention est le premier filtre crucial. Nous ne pouvons pas nous souvenir de ce que nous ne percevons pas ou de ce à quoi nous ne prêtons pas attention. Si vous êtes dans une réunion et que votre esprit vagabonde, il est peu probable que vous vous souveniez des détails de la discussion. L'élaboration est un autre facteur puissant pour se souvenir. Elle consiste à connecter la nouvelle information avec ce que nous savons déjà, créant un réseau d'associations. Au lieu de mémoriser une liste de mots de manière isolée, essayez de créer une histoire ou de les visualiser ensemble. La répétition, bien que simple, est également efficace, en particulier la répétition espacée. Vous vous souviendrez mieux si vous révisez l'information à intervalles croissants, au lieu de tout emmagasiner d'un coup. La connexion émotionnelle est un puissant ancrage pour la mémoire. Les événements chargés d'émotions, comme la joie d'un mariage ou la tristesse d'une perte, sont gravés profondément. Cela est dû à l'interaction entre l'hippocampe et l'amygdale, que nous avons déjà mentionné. De là naissent les souvenirs flashbulb, ou souvenirs vifs d'événements importants et surprenants, comme l'attaque des tours jumelles en septembre 2001. La plupart des personnes qui ont vécu ce jour se souviennent exactement où elles étaient et ce qu'elles faisaient lorsqu'elles l'ont appris. Le contexte joue également un rôle fondamental. La mémoire dépendante du contexte signifie qu'il est plus facile de se souvenir d'une information dans le même environnement où elle a été apprise. Si vous étudiez pour un examen dans une bibliothèque, il est possible que vous réussissiez mieux l'examen dans un environnement similaire. De même, la mémoire dépendante de l'état se réfère à un meilleur souvenir lorsque votre état interne, comme l'humeur ou le niveau d'excitation, est le même. Si vous apprenez quelque chose lorsque vous êtes heureux, vous pourriez mieux vous en souvenir lorsque vous vous sentirez à nouveau heureux. La consolidation de la mémoire est un processus vital qui se produit après le codage initial. Les souvenirs nouvellement formés sont labiles, c'est-à-dire susceptibles d'être interrompus. Avec le temps, ils se transforment en forme plus stable, un processus qui se produit souvent pendant le sommeil. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est un atelier de mémoire où le cerveau trie et consolide les informations de la journée. Les siestes, même courtes, peuvent significativement améliorer la rétention d'informations. Mais si le souvenir est un processus si complexe, pourquoi oublions-nous ? L'oubli n'est pas nécessairement un échec, c'est souvent une fonction adaptative. Si nous nous souvenions de chaque détail insignifiant de notre vie, notre cerveau serait submergé. L'une des théories les plus anciennes est la théorie de la désintégration ou de la désuétude. Elle propose que les souvenirs s'estompent avec le temps s'ils ne sont pas utilisés ou répétés. Hermann Ebbinghaus, un pionnier dans l'étude de la mémoire, a illustré cela avec sa courbe de l'oubli en 1885. Il a démontré que la majeure partie de l'oubli se produit peu après l'apprentissage, puis le taux d'oubli diminue. La théorie de l'interférence est une autre explication puissante. Elle suggère que les souvenirs deviennent inaccessibles en raison de la concurrence avec d'autres souvenirs. Il existe l'interférence proactive, où les anciens souvenirs rendent difficile la formation ou la récupération de nouveaux souvenirs. Par exemple, si vous déménagez et continuez à écrire votre ancienne adresse sur les formulaires. Et l'interférence rétroactive, où les nouveaux souvenirs rendent difficile la récupération des anciens souvenirs. Imaginez que vous apprenez une nouvelle langue et que vous avez soudain du mal à vous souvenir des mots dans votre langue maternelle. Un autre phénomène courant est l'échec de la récupération. L'information est stockée dans le cerveau, mais nous ne pouvons pas y accéder à ce moment-là. Cela se manifeste comme le phénomène d'avoir le mot sur le bout de la langue.
Vous savez que vous connaissez la réponse, mais vous ne pouvez pas la récupérer. Souvent, un indice ou un signal approprié peut déclencher la récupération. N'est-ce pas frustrant quand cela vous arrive dans une conversation? Complètement, c'est comme un fichier dans votre esprit que vous ne pouvez pas ouvrir. L'oubli motivé, ou répression, est une théorie plus controversée. Elle propose que l'oubli puisse être inconscient, en particulier dans le cas de souvenirs traumatisants, comme un mécanisme de défense. Cependant, les preuves scientifiques de la répression en tant que processus inconscient généralisé sont limitées. L'amnésie est une perte de mémoire pathologique. L'amnésie antérograde, comme celle de HM, empêche la formation de nouveaux souvenirs après un événement. L'amnésie rétrograde, en revanche, est l'incapacité à se souvenir d'événements ou d'informations antérieures au traumatisme ou à la maladie. Un boxeur qui subit une commotion cérébrale peut oublier les détails de sa vie avant le coup. Parfois, l'oubli est simplement dû à un défaut d'encodage initial. Si vous n'avez jamais prêté attention à ce que vous avez lu dans un livre, cela ne s'est tout simplement pas stocké efficacement. Les lésions cérébrales et les maladies neurodégénératives sont également des causes importantes de perte de mémoire. La maladie d'Alzheimer est un exemple dévastateur, caractérisé par la détérioration progressive des fonctions cognitives, y compris la mémoire. Les accidents vasculaires cérébraux ou les traumatismes crâniens peuvent provoquer une amnésie localisée. L'un aspect crucial de la mémoire est sa nature reconstructive. Contrairement à la croyance populaire, les souvenirs ne sont pas des enregistrements parfaits et inaltérables d'événements passés. Chaque fois que nous récupérons un souvenir, nous le reconstruisons, et ce processus peut introduire des erreurs. La psychologue Elizabeth Loftus a mené des recherches pionnières sur la malléabilité de la mémoire. Ces études ont démontré comment l'information trompeuse ou la façon dont les questions sont formulées peuvent altérer les souvenirs d'un événement. Dans une expérience, Loftus a montré aux participants des vidéos d'accidents automobiles. Ensuite, elle a demandé à certains à quelle vitesse les voitures se sont heurtées et à d'autres à quelle vitesse les voitures se sont fracassées. Ceux à qui l'on a posé la question avec le mot « fracassé » ont estimé des vitesses significativement plus élevées. Ils se sont même faussement souvenus avoir vu des bris de verre alors qu'il n'y en avait pas dans la vidéo. Cela a d'énormes implications dans des contextes tels que le témoignage de témoins oculaires dans les procès. La fiabilité du témoignage oculaire n'est pas aussi solide que nous pourrions le penser. Comment pouvons-nous appliquer ces connaissances à notre vie quotidienne? Comprendre les mécanismes de la mémoire peut améliorer notre apprentissage et notre vie. Pour étudier, la répétition espacée et la récupération active sont des techniques très efficaces. Au lieu de relire vos notes, essayez de vous en souvenir sans regarder, puis vérifier. L'élaboration, en créant des connexions et des cartes mentales, approfondit également l'apprentissage. En ce qui concerne le traumatisme, l'amygdale peut hyperactiver la consolidation des souvenirs négatifs. Cela explique pourquoi les personnes atteintes de troubles de stress post-traumatique revivent leur traumatisme avec une telle intensité. La thérapie vise à recontextualiser et à atténuer ces connexions neuronales. Le vieillissement est un processus naturel qui affecte la mémoire, mais ce n'est pas toujours synonyme de détérioration grave. Il est normal de constater une légère diminution de la vitesse de traitement ou de la capacité à se souvenir de noms spécifiques avec l'âge. Cependant, une détérioration significative peut être le signe d'une condition sous-jacente. Pouvons-nous améliorer notre mémoire tout au long de notre vie? Absolument, il existe de nombreuses stratégies. L'activité physique régulière, par exemple, augmente le flux sanguin vers le cerveau et favorise la neurogénèse, la création de nouveaux neurones. Une alimentation saine, riche en acides gras oméga 3, en antioxydants et en vitamines est essentielle pour la santé cérébrale. Un sommeil adéquat est non négociable pour la consolidation de la mémoire. 7 à 9 heures de sommeil de qualité sont essentielles. La gestion du stress est tout aussi importante car le stress chronique peut endommager l'hippocampe. Pratiquer la méditation ou des techniques de relaxation peut aider. La stimulation mentale constante est comme un exercice pour le cerveau. Apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique, lire ou résoudre des énigmes maintient l'esprit actif. L'interaction sociale s'est également avérée bénéfique pour la fonction cognitive. Rester en contact avec les autres stimule différentes zones du cerveau. Enfin, les techniques mnémotechniques comme le palais de la mémoire ou l'OSCI sont des outils puissants pour se souvenir d'informations. Cette technique ancienne consiste à associer des éléments que vous souhaitez mémoriser à des emplacements spécifiques dans un lieu familier.
Imaginez votre maison et placez les éléments d'une liste dans différentes pièces ou sur des meubles. Lorsque vous avez besoin de vous souvenir de la liste, parcourez simplement mentalement votre maison et récupérez les objets. La science de la mémoire est un domaine en constante évolution. Elle continue de nous révéler les profonds mystères de la façon dont nous traitons, stockons et récupérons l'information qui définit qui nous sommes. Comprendre pourquoi nous nous souvenons et oublions nous donne une nouvelle perspective sur notre identité, nos décisions et nos interactions. C'est une fenêtre sur la complexité du cerveau humain et la merveille de la cognition. Alors, la prochaine fois que vous vous souviendrez de quelque chose de façon vivante ou que vous oublieriez un détail trivial, pensez au processus complexe qui se déroule dans votre esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience en action. Si cette exploration approfondie de la mémoire vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, il y a beaucoup plus à découvrir sur la chaîne Explorando. Nous vous invitons à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur les mystères de la science. Mettez un j'aime si vous avez apprécié cette conversation. Et laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise aujourd'hui sur la mémoire? Vos contributions sont précieuses pour nous, les explorateurs. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, seraient également intéressés à percer les secrets de l'esprit.